en ce qui concerne les poursuites judiciaires lancées contre sa personne. C'est vrai que du point de vue des réconciliations nationales, du point de vue de la paix, du point de vue du processus de paix, ces poursuites judiciaires risquent de saper les processus de paix, des réconciliations nationales, des vérités et des réconciliations, c'est vrai. Mais je ne peux pas non plus émettre un avis favorable ou défavorable quant aux poursuites lancées contre lui, parce que je n'ai aucun élément qui me permette de dire clairement que M. Joseph Kabila jouit, par exemple, de la présomption d'innocence absolue dans cette affaire, parce que je ne suis pas dans les manettes du pouvoir, je ne suis pas dans les secrets de l'instruction de l'auditeur général des forces armées, mais je ne peux pas non plus dire que M. Joseph Kabila jouit d'une présomption de culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, absolue. Non, je ne peux pas les dire parce que je n'ai aucun élément. Mais je vous rappelle simplement que je lui ai fait l'opposition, une opposition ferme, une opposition digne et une opposition noble et républicaine tout au long de son règne. Et j'ai eu beaucoup de considération pour lui. Et j'ai aussi les souvenirs que pendant la lutte de l'opposition, M. Joseph Kabila avait toujours placé ses pions les plus savants et les plus intelligents pour défendre ses mauvaises causes. J'ai des mauvaises causes dans l'opposition républicaine pour torpiller, faire des intrusions dans l'ordonnancement juridique, modifier des lois. Il utilisait ses pions. Il savait choisir des compétences. Même dans les cadres de la communication politique, il avait de communicateurs vaillants pour faire passer sa cause. Quoique nous, à l'époque, à l'opposition, on jugeait ces causes des causes fallacieuses, mais en réalité, on avait des problèmes pour nous opposer à lui intellectuellement, parce qu'en face, il y avait aussi des intellectuels. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 dollars, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital HJ. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'Anna. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Nous sommes très contents de vous retrouver, mesdames et messieurs, chers internautes, vous tous que nous regardez à l'étranger. Nous vous témoignons de notre engagement à
continuer à vous servir sans répit. Merci de votre confiance que vous ne cessez d'accorder à ce programme Politicon qui s'impose de plus en plus, un programme devenu culte pour la plupart des Congolais. Encore à ce jour, nous allons essayer de nous intéresser à la question cruciale, la paix, oui. Tout le monde veut la paix, nous voulons la paix, mais à quel prix? Ce sera la grande question. Nous allons essayer d'en comprendre le contour, mais aussi les conséquences. Sur ce plateau, on aura tout le privilège de vous faire découvrir l'autre point névralgique de cette question. Nous allons parler de la déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda sous la médiation de States United ou des États-Unis d'Amérique. Quelle portée, quelle valeur juridique ou cela a-t-elle une force obligatoire? On parlera également des processus régionaux et internationaux. On parlera du processus de Luanda, Nairobi et Doha actuellement, parallélisme, complémentarité ou contrariété. Ce sera la question que nous allons poser à notre invité qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Il est déjà sur ce plateau. J'ai ainsi l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau Maître Éric Bilalé. Comment allez-vous? Tout d'abord, vous êtes président du mouvement politico-philosophique panafricaniste dénommé Souveraineté, Dignité et Frontières. SDEF en sigle. Vous êtes chercheur en droit public et avocat à la cour de... À la cour. À la cour. Ouais. Voilà. Merci, soyez le bienvenu. Merci. Y a-t-il autre chose que nos téléspectateurs voudraient bien savoir de vous? Oui, pas plus. C'est ce que je suis, avocat et chercheur en La droit public. présentation, elle est amplement Initiateur, suffisante. amplement suffisante. La présentation telle que faite par votre personne. Allez, nous allons aller tout droit au but. D'abord, vous êtes jeune, vous avez beaucoup d'énergie. C'est quoi votre perception de la situation dans l'Est du pays, votre perception de la politique en général? Oui, la situation actuelle dans le pays, à l'est de notre cher et beau pays, est une situation de guerre, une situation de belligérance, ce qui n'est pas une bonne situation pour un État. Et ma perception actuelle des choses, c'est la pacification du pays et au prix de la paix. Parce que je crois que tous les efforts, que ce soit au niveau de belligérants, de la rébellion et au niveau du gouvernement de la République, vont dans le sens de la paix, d'une solution pacifique euh, de cette situation. Alors, on ne peut que s'inscrire dans cette logique des solutions pacifiques, d'autant plus que nous avons espéré les résoudre par les armes et nous avons démontré que ça n'est pas possible. S'il faut aller par les armes maintenant, ça va prendre du temps et la situation de nos populations va continuer à dégrader de manière lamentable et épouvantable. Ce qui fait qu'il est important maintenant, comme tout le monde est tourné vers la diplomatie, vers la résolution de cette situation par des voies diplomatiques, il faut y aller. Nous encourageons les démarches de tous bords dans ce sens. Est-ce que la classe politique congolaise, dans son ensemble, est-elle à la hauteur de ce défi qui se présente pour la énième fois à Oui. notre nation? Moi, je pense que c'est une question des responsabilités et j'ai beaucoup de considération pour les uns et les autres.
Mais permettez-moi de vous dire que la classe politique, dans sa majorité, n'incarne pas des valeurs pour une République démocratique du Congo plus beau qu'avant et plus belle qu'avant. Ce qui fait qu'il est important de revoir d'une certaine manière la façon de conduire la République, hein, et la façon dont choisir les représentants et les dirigeants. Parce que ça n'est pas acceptable que dans une République comme la nôtre, Mhm. on se retrouve dans des situations où de gouvernants sont dans une situation d'indolence ou d'incompétence dans le cadre de la gestion. Mhm. Et tout ça appelle à la responsabilité du président de la République, qui est la plus haute autorité administrative des choix des hauts dirigeants de la République, notamment des hauts fonctionnaires de l'État. Mhm. Et c'est à lui euh, d'incarner la responsabilité et la diligence dans les choix des dirigeants. Et face à ces manques de responsabilité criants, quelle est l'alternative que vous, en tant que mouvement euh, politico, Philosophie. philosophique, vous essayez de proposer? Ben nous, c'est le leadership d'abord. Parce que le panafricanisme, c'est d'abord le Mhm. leadership. Un leadership incarné par des compétences. Et c'est tout ce que nous pouvons proposer parce que le leadership résout presque tout le problème. Mhm. Le leader a une claire vision de ce qu'il doit faire, surtout dans le cadre de la gestion de la Mhm. cité. Le leader pense à des choses surhumaines. Mhm. Le leader, c'est un surhumain. En fait, le leader quitte les stades de l'humanité simple pour atteindre la surhumanité. C'est quelqu'un qui prévoit, qui analyse et qui prend des mesures pour l'avenir Il ne et se non pour proclame pas, mais l'aujourd'hui. on sait le voir On voit les et résultats. les entendre. C'est la gestion axée sur les résultats Mhm. qui l'emporte dans les cadres de la politique, de la vision d'un leader. Et les résultats feront que la population, les gouvernés, applaudissent ou critiquent ou disent clairement que c'est un leader. Est-il Un possible leader. d'être leader et de passer à côté de ces objectifs au regard de la complexité de la question dont nous parlons ici? Ou- c'est- Bon, quand on passe à côté, on cesse d'être leader. Le leader est fait exactement pour résoudre des problèmes complexes. Le leader ne se plaint pas de la situation ou de sa complexité. Il est Mhm. là pour apporter des solutions. Tout problème sociétal est soluble. Ça, c'est l'approche du Mhm. leadership. Mhm. Tout problème sociétal, quel qu'on soit, la complexité est soluble. Il n'y a pas de problème qui n'ait pas de solution dans une société humaine. Tout problème a des solutions. Et les leaders, c'est vrai que le leader n'est pas quelqu'un qui, comme César, dont la conquête des trois Les Gaules trois Gaules, va descendre la Gaule personnellement cisalpine, sur le terrain, la Gaule cisalpine, et transalpine narbonnaise et et transalpine. narbonnaise. Mhm. Il vient seul descendre sur le terrain, faire toutes les opérations. Non, le leader, c'est quelqu'un qui sait choisir les collaborateurs aussi. Il sait choisir des compétences, Mhm. des intelligences pour lui permettre d'atteindre son objectif, pour lui permettre de faire incarner sa vision dans la société. C'est cela les leaders. Et quel est le Et ça regard facilite la que le tâche. peuple a toujours du leader? Est-ce que c'est pas un regard écorché parce que peut-être le leader est souvent incompris? Pas très souvent. Lorsque le leader tombe dans la compromission, il perd sa qualité de leader Il y avait autre et chose. il est voué aux gémonies. Hmm. Euh, le vrai leader, c'est celui qui reste leader du début à la fin de sa gestion. Et jamais, alors jamais, un leader, dans sa pratique des choses, n'a été
vilipendé par la population. Je vous en donne quelques exemples. Aujourd'hui, au Burkina Faso, Mhm. euh, pour ne parler que du capitaine Traoré, ce qu'il fait dénote un leadership incontournable dans un cadre panafricaniste. Et Mhm. ses réalisations à court terme, vous savez, tout ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui, du point de vue économique ou du point de vue social, c'est Des, simplement des des avancées miracles, notables. des avancées notables. Et Mhm. c'est cela, le leadership, dans un cadre panafricaniste de la chose. Alors, un leader qui est dérouté, qui passe à côté de son destin du leader, bien sûr, il est voué aux gémonies. Allez, très bien, merci. On ne va pas faire les cours sur, sur le leadership. Je crois qu'on aura suffisamment le temps. Peut-être on passera à une émission beaucoup plus élaborée pour parler du leadership. Mais euh, nous sommes honorés de votre présence parce que avec vous, on va aborder la question de l'Est ou la question qui prévaut dans l'Est de la République du Congo. La RDC est en train de vouloir y mettre une croix par la voie diplomatique, bien sûr. Allez, on est parti de plusieurs processus régionaux et internationaux. À un certain moment, on a commencé à Nairobi, ça n'a pas marché. Luanda, aussi, c'était aussi le même résultat. Et c'est le Togolais qui débarque, mais qui enfin s'est fait coiffer par les États-Unis, qui récupèrent la situation en main. Allez, première question, croyez-vous à la bonne médiation des États-Unis? Oui, tout d'abord, je voudrais, avant d'en venir euh, à cette question sur la médiation des États-Unis, je voudrais parler de ces différents défunts Mhm. processus. Ok, Le allez-y. processus de Luanda, Mhm, de Nairobi ou encore Doha qui est en cours. mhm, Ces processus, pour moi, c'est du point de vue, du point de vue de la réelle politique. Ces différents processus, Luanda, Nairobi notamment, ne rendent pas compte de la réalité de la situation et ce sont des processus spéculatoires qui ne peuvent rien euh, produire du point comment de vue ça? des résultats. Nous en avons la preuve. Depuis que le processus de Nairobi a commencé ou encore de Luanda, il n'y a aucune solution. Mhm. Ce sont des processus avortés. Et sur quoi Et ce qui fait que, ils se sont échappés? parce que Achoppés plutôt. en réalité, ce sont des processus incomplets. Ces processus ne peuvent pas apporter des solutions durables, des solutions pacifiques, durables dans, dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo, encore moins dans toute la sous-région des Grands Lacs, parce que ces processus ne tiennent pas compte du tout de la réalité de la population qui occupe ces territoires, Mhm. de la réalité, que ce soit sociale, économique et vitale, primordiale de nos populations, de ces coins et recoins. Ce qui fait que ces processus ne peuvent pas aboutir à des solutions. Et ces processus ne tiennent pas compte de la réalité nationale, c'est-à-dire des différents aspects de la politique nationale, Mhm. que ce soit du côté pouvoir et opposition, non armée notamment. Ces processus sont incomplets. Et ce qui fait que cela ne peut aucunement apporter des solutions durables Et pour vous, à la question. c'était Ce sont des prévisible processus dès le départ? spéculatoires, oui, prévisibles dès le départ. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour moi, j'ai la ferme conviction que euh, l'unique voie qui peut apporter la solution durable au niveau national et sous-régional, c'est le processus du pacte social SENCO et CC, parce que c'est les plus responsables qui puissent exister et les plus holistiques
parce que ces processus tiennent en compte tous les aspects de la paix durable dans un état post-conflit. Ces processus tiennent compte des aspects importants tels que la justice transitionnelle, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas, par exemple, imaginer qu'on ait la paix demain après cette affaire s'il n'y a pas De justice. de justice et il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de garanties, Donc, il n'y a pas de réconciliation, non-répétitions. vérité sans justice. Sans justice, il n'y a pas de vérité sans justice, il n'y a pas de réconciliation sans justice. Et il n'y a pas non plus de réparation des victimes sans justice, encore moins des garanties de non-répétition des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis sur cet espace national sans justice. Et si vous partez à Nairobi, si vous partez à Luanda ou à Doha, ce sont en réalité des négociations qui, c'est vrai qu'on ne dit pas tout à la population, mais ce sont la des médiation négociations assurée par les États-Unis n'a pas pris en compte je n'ai pas cette encore. question cruciale. Non, je n'ai pas approché dans le cadre de la médiation On y arrivera. américaine. Oh, je voudrais en arriver. Mais je voudrais simplement préciser que dans tous ces processus, c'est le pacte social, SENCO et CC qui rend compte de la dimension holistique de la chose. C'est-à-dire qu'avec cette proposition de forum pour la paix et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la sous-région, on a tous ces aspects. C'est une boîte à outils qui nous permet de régler définitivement cette question de l'Est. Parce que, comme on l'a dit, et vous le savez, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de vérité sans justice, il n'y a pas de réparation des victimes sans justice. Il est important qu'on en tienne compte parce qu'on ne peut quand même pas laisser impunis certains crimes commis dans les cadres de cette belligérance. Je ne dis pas que les crimes ont été commis seulement par les M23, non, mais aussi par certains éléments indisciplinés des FRDC. Comment établir à ce moment-là la responsabilité? Exactement, c'est la raison d'être de la justice transitionnelle. C'est la raison d'être de la justice transitionnelle avec tous ses piliers. Vérité, poursuite judiciaire des auteurs, réparation des victimes, garantie des non-répétitions. C'est-à-dire qu'il nous faudra même aussi, dans les cadres du pacte social, une nouvelle commission de vérité et réconciliation. Parce que, vous savez, au sortir des Sun City, il a été créé une commission vérité et réconciliation qui n'a jamais marché et qui n'a produit aucun rapport, qui n'a produit aucun résultat. Alors que dans des situations post-conflit comme la nôtre, c'est une commission de vérité et réconciliation qui produit beaucoup de choses au fin de la paix et de la stabilité durable. Allez, parce que le plus important, c'est, vous allez continuer, Maître Eric, c'est pas de négocier, mais de parvenir à un accord de paix, gage d'une paix durable, mais après l'accord, les plus durs commencent. Oui. Et les plus durs, c'est la culture de la paix que les protagonistes ou que nous devons avoir. Oui, la culture de la paix, exactement, passe par la justice transitionnelle. Exactement. Et une justice transitionnelle acceptée par tout le parti, dans un cadre national. Parce que, vous savez, il y a quand même des crimes odieux qui sont commis dans le pays depuis 30 ans, depuis plus ou moins 30 ans. Et d'où il y a même, il faut le relever, des limites dans les cadres de l'opérationnalisation du statut de Rome portant la Cour pénale internationale. Il y a des limites de la Cour pénale internationale. Il y a des rapports mapping. Il y a beaucoup de faits graves
Et on parle aujourd'hui, dans le cadre du FONAREV, du génocide congolais. Mhm. Et ça englobe toutes ces choses. Eh bien, par le simple FONAREV, on n'y peut rien sans une justice crédible pour la poursuite des auteurs de ces crimes. Ok. Ce qui fait que Mhm. le pacte social de la SENCO est à même de rendre compte de cet aspect des choses. Ça, c'est du point de vue scientifique. Alors, si vous le permettez, je voudrais en Allez-y. venir maintenant à la question de la crédibilité de la médiation Mais américaine bien dans avant, les cadres bien avant, de... si je vous comprends très bien, c'est du temps perdu pour la RDC parce que pendant que des territoires et localités étaient sous occupation, nous nous sommes rabattus sur les processus régionaux euh, dont le résultat était prévisible. Alors, sur quoi on s'est appuyé et pour croire qu'au final, ce processus donnerait une quelconque paix. En fait, le processus de Nairobi était dans la logique de faire prévaloir les intérêts euh, du M23 Mhm. face au gouvernement. Qui avait claqué la porte. Euh, et le gouvernement a claqué la porte. Mhm. Et puis, le processus de Luanda, c'est un processus de deux États, c'est-à-dire sous les bons offices. Bon, c'était un médiateur désigné de l'Union africaine, Mhm. le président Lorenzo, qui devait faire la médiation entre deux États, le Rwanda et la République démocratique du Congo, au fin d'une solution pacifique et durable. Et nous en savons plus par rapport à ce qui est arrivé Mhm. à ces résultats, jusqu'à ce que le médiateur a rendu les tabliers et on en a désigné un autre. Alors, à Doha, je ne connais pas trop des contours, mais Mhm. en réalité, c'est entre le gouvernement congolais et les M23. Et à un moment, voilà. Mais on Et y a la cru quand même. déclaration, Et on- cette bon, confiance a été due ou justifiée par quoi? non, en fait, il y a eu une déclaration commune, une déclaration conjointe des deux belligérants, le M23, AFC M23 et le gouvernement sur le processus de Doha. Mais en réalité, ces processus ne tiendra pas compte de la justice transitionnelle telle que je vous le dis. Parce Mhm. que la solution durable et pacifique passe par la justice transitionnelle. Et dans une situation post-conflit, s'il n'y a pas de justice transitionnelle, il y a toujours des séquelles incurables, des atrocités. Et ça entraîne très souvent la vengeance privée. Mhm. Et pour éviter toutes ces choses, il faut appliquer effectivement une justice transitionnelle. Et, et cette justice transitionnelle doit passer forcément par la justice, la poursuite judiciaire de certains auteurs des crimes. Et c'est Mhm. vrai que dans les cas de la justice transitionnelle, dans les cadres de vérité et réconciliation, on peut aboutir à des lois d'amnistie qui, pardonnent, À ce moment-là, ça qui risque d'être pardonnent des crimes. Mais en rédhibitoire réalité, ou contraire à l'objectif. ben, voilà, c'est Mhm. pourquoi il est important que l'on réfléchisse Mhm. plutôt que vilipender l'approche du pacte social, il faut y réfléchir parce que c'est, c'est l'unique processus en réalité, même diplomatiquement, qui fait l'unanimité. Parce que ce L'unanimité processus est au holistique sein de de la l'opposition. sous-région. Non, ben Euh, écoutez, mais une certaine pour le opposition, pouvoir, non bon, pas dans les cadres, on non, accuse les pères moi de je, l'Église de faire le jeu ou de préparer les lits d'une certaine cause. Je respecte la position des uns et des autres, mais aujourd'hui, eu égard à la situation sur le terrain, je ne peux pas me fier au processus de Luanda, personnellement, encore moins au processus de Nairobi.
Et je ne peux pas non plus m'y fier. Moi, je pense que le pacte social a l'avantage d'être holistique, comme je l'ai dit, mais aussi d'être globalisant. Et ça peut mettre tout le monde autour de la table. Au-delà de l'AFC M23 qui s'est dit opposition armée, il y a des partis d'opposition qui n'ont pas été à la rébellion. Il y a par exemple les CIDE, il y a l'Envol, il y a Ensemble pour la République. C'est vrai que le gouvernement de Kinshasa accuse le PPRD dans son chef, mais le PPRD lui-même, avec ses animateurs à Kinshasa, disent ne pas être concernés par les M23. Et tous ces partis politiques qui participent à la vie de la nation doivent être mis ensemble avec tout le monde, la majorité, l'union sacrée, pour résoudre le problème national. C'est ça l'avantage. Outre cet avantage, quelle autre garantie le schéma 5 SCC représente? Je vous dis que la garantie, c'est aussi la bonne foi. La bonne foi des animateurs politiques. Parce que la SENCO et CC sont des institutions, ce sont nos pères spirituels qui n'ont aucun intérêt à travailler à l'encontre de l'intérêt national. Ce sont les acteurs politiques qui trahissent leurs engagements pris autour des tables. Nous en avons l'expérience en 2016 avec Joseph Kabila, avec la majorité au pouvoir de l'époque, lors de la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, auquel j'ai participé activement en tant qu'expert. Et vous savez, les conséquences, c'est que le pouvoir n'a pas respecté l'accord. Et le pouvoir a interprété les énoncés de l'accord en sa manière, pour ne pas désigner à l'époque M. Félix-Antoine Tshisekedi comme Premier ministre, qui a été proposé par les rassemblements de l'opposition. Et ce sont les acteurs politiques. Mais les pères évêques avaient la bonne foi de résoudre le problème, en réalité. Et ce qui peut se passer après, si on se met d'accord tout autour du Forum pour la paix du pacte social, c'est la bonne foi qui compte, la bonne foi des acteurs politiques. Ça, c'est très important. Ça, c'est au niveau national. La bonne foi ne suffit pas, mais il faut aussi faire mention ici de la crédibilité de l'institution qui mène ces négociations. Ouais, il y a SADC et EAC. On a maintenant les États-Unis qui interviennent. Je ne sais pas si c'est les États-Unis doivent être casés dans quelle catégorie d'institutions. Mais parmi toutes ces institutions, laquelle, selon Maître Eric Bilale, vous semble être la plus crédible possible? Oui, en fait, il faudrait dissocier les processus de paix au niveau national, des mises ensemble de tout le monde, des négociations politiques pour aboutir à un accord politique qu'on peut appeler convention de la Constitution, et le processus international de règlement entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. En tout cas, en ce qui concerne le niveau national, c'est intercongolais. C'est intercongolais, ça ne concerne pas le Rwanda. Le pacte social, c'est vrai que une fois les acteurs au niveau national se mettent d'accord, il y aura un impact dans la sous-région, dans toute la sous-région, mais en réalité, le pacte social concerne les Congolais. Ça, c'est parce que l'insécurité, l'instabilité, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il y a des acteurs externes qui interviennent ou tirent des ficelles derrière cette instabilité, d'où la raison même de rencontres internationales initiées par la SENCO et les CC pour permettre à ce que certaines personnalités de mauvaise foi qui tireraient des ficelles dans cette situation en République démocratique du Congo disent clairement pourquoi ils les font, parce qu'on a besoin de la paix durable.
Voilà. Et il y a l'autre aspect international que vous venez d'invoquer maintenant concernant les institutions internationales. Ça, c'est une affaire de gouvernement, une affaire du patron de la diplomatie, du président de la République, qui peut, parce que c'est lui qui en est le patron, il est le patron de la diplomatie congolaise, c'est lui qui juge de la crédibilité de tel ou tel autre processus. Il peut estimer que le processus de CERGL, c'est un processus truqué ou conçu dans les cadres des désavantages Mais pour il la n'est pas le République seul démocratique du comme Congo, parti au conflit. où la SADC n'est pas favorable à la République démocratique du Congo, parce que dans tous ces processus régionaux, ce sont les États. Sur Les États. États n'ont que des intérêts. Et rien n'empêche à ces États de garantir leurs intérêts d'un ou de l'autre côté. Et c'est au président de la République, patron de la diplomatie, qui engage l'État au niveau international d'en juger de la validité. Alors, au niveau, bon, je voudrais quand même donner mon avis en ce qui concerne la possible médiation des États-Unis. Il faudrait aussi préciser que les États-Unis voudraient jouer un rôle important dans la pacification de la RDC parce que les États-Unis ont un intérêt économique important. La future signature de l'accord entre la RDC et les États-Unis sur le minerai. Et cet accord a comme soubassement la garantie de la sécurité pour la République démocratique du Congo. De toute façon, les États-Unis d'Amérique sont une grande puissance. Si vous le permettez, je voudrais bien en venir pour parler directement de la déclaration de principe qu'il y a eu entre les États-Unis, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, sous la médiation américaine. En fait, en réalité, c'est pourquoi il faut prendre cette affaire de négociation à Washington très au sérieux. Il faut, j'en appelle à la vigilance du président de la République, parce qu'il y a des grands intérêts là-dedans et que quand vous voyez les États-Unis commencer dans sa pratique internationale, dans sa diplomatie internationale en tant qu'État, lorsque vous voyez les États-Unis commencer par des déclarations de principe, il faut faire très très attention. Qu'est-ce que cela implique en réalité? Cela implique que les États-Unis veulent s'engager durablement dans une situation où les États-Unis veulent impliquer des gros financements dans une situation. Et pour cela, ils commencent par des déclarations de principe. C'est vrai que du point de vue du droit international, des relations internationales, au regard ou à la lumière de la coutume internationale, ces déclarations de principe ne sont que des engagements non contraignants qui n'impliquent pas des conséquences juridiques à l'égard des États. Les États qui font ces genres de déclarations de principe ne sont pas tenus de le respecter absolument. Ce sont des simples déclarations. Ça n'a pas de force contraignante. Ce sont, comme on les appelle en droit international, les gentlemen's agreements, des simples déclarations de principe qui n'engagent pas les États. Mais en réalité, mais ça voudrait dire aussi quand même c'est le début d'un processus. Évidemment, c'est ce qu'on appelle des actes pré-traités ou pré-conventionnels. C'est-à-dire, ça prépare les États à conclure des traités conformément au droit international durablement. Et il y a un cas pratique du pacte de l'Atlantique du 14 août 1941 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui était une déclaration de principe qui devait régir le monde d'après-guerre mondiale. Et en fait, quand les États-Unis s'engagent dans des situations comme ça, ça veut dire qu'il y a des choses sérieuses qu'il faut considérer. C'est pourquoi de notre côté de la République démocratique du Congo, nous devons prendre très au sérieux ce processus sous la médiation américaine. Est-ce que, parlant du Rwanda, parti au conflit comme la RDC, les États-Unis se sentent intéressés à
a participé à la pacification dans l'aide du pays au moment où la RDC leur a proposé l'offre alléchante de minerais contre sécurité. Curieux que cela puisse paraître, le Rwanda y est associé. Est-ce que ça ne voudrait pas dire tout simplement ici que le Rwanda joue le rôle de mercenaire pour les puissances occidentales? Hmm, Bon, de toute façon, d'emblée, je ne peux pas euh, affirmer que le Rwanda jouerait le rôle de mercenaire pour les puissances occidentales. Je voudrais plutôt voir la chose du point de vue diplomatique et des relations internationales. Il y a des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et des déclarations même des États-Unis d'Amérique qui confirment la présence de troupes rwandaises en République démocratique du Congo et qui exige au Rwanda de retirer ses troupes. D'où même la raison de cette implication rwandaise dans ces négociations. Ce qui est vrai, tout Congolais est d'accord que le Rwanda doit retirer ses troupes. Et l'agression rwandaise n'est plus contestable au niveau international. Tout le monde le sait. C'est pourquoi il est important. On ne peut pas parler de cette question de l'Est sans le Rwanda. Le Rwanda doit prendre un engagement clair, écrit, parce que le droit Alors, quelles international, deviennent alors les au-delà, sanctions infligées à certains officiers ou membres du régime, Paul Kagame, oui, au moment où le Rwanda rentre dans le G et on décide de la cogestion de ressources euh, hydrauliques, de parcs oui. nationaux. Est-ce que cet accord ne viendrait pas officialiser la domination du Rwanda sur le Congo? Bon, je vous ai d'abord dit que ça n'est pas un accord. Ce qui a été fait, c'est une déclaration de principe. C'est un gentleman's agreement. C'est un acte, c'est un engagement non contraignant à l'égard des États qui l'ont fait. Et ça n'a aucune application. Mais le parti semble être décidé D'autant à plus que signer ce projet d'accord d'autant plus que à ça n'est pas, mi-juin. non, ça n'est pas un Hmm. projet d'accord. Euh, C'est en fait une déclaration de principe qui informe les États mhm. tiers du type des relations à venir que voudrait établir la République démocratique du Congo et le Rwanda. Une déclaration qui rend compte Parlons en de titre la de, coopération internationale. parlons en titre, Alors, la cogestion de prospective. prospective. Alors, Hmm. en tant que juriste et internationaliste avéré, je ne peux pas d'emblée dire que cela confirme ou vient réconforter la dynamique de la domination rwandaise sur la République démocratique du Congo. Je serais plus prudent d'attendre l'accord qui sera signé. J'espère que, et je tire l'attention, parce que il faut être très sérieux sur cette question, je l'ai dit, parce que les États-Unis veulent investir dans les 10 ans plus ou moins 500 milliards de dollars dans les infrastructures, dans beaucoup de secteurs. Ça implique que la République démocratique du Congo se tienne en responsable Mhm. du point de vue de la gouvernance, Donc les du point de vue États-Unis de la gestion ne risqueraient orthodoxe. pas de mettre autant 500 milliards de de dollars, moyens 500 s'il n'y milliards a de pas dollars au départ une gestion parcimonieuse de fonds orthodoxes de orthodoxes. finances Mhm. publiques. Alors, c'est une question d'une importance fondamentale, d'une importance prépondérante qu'il faut analyser avec maestria. Mhm. Et les autorités, les patrons de la diplomatie, qui est le président de la République, la ministre des Affaires étrangères, sur cette question fondamentale qui engage l'avenir de la République démocratique du Congo doivent avoir des compagnons responsables, sérieux
et compétent. Parce que si on en arrive à engager l'avenir de la République dans un accord international qui ne rende pas compte des intérêts et de l'avenir de la République démocratique du Congo, de sa vision des grandeurs en Afrique centrale, de sa vision de puissance militaire et morale en Afrique centrale, ça sera un échec puissant. Et moi, je pense qu'il faut prendre cette question au sérieux et les gérer avec tact et intelligence. C'est pourquoi les négociations qui sont en cours pour chuter le mois de juin prochain doivent se faire avec des techniciens. On doit faire comprendre, du moins nos négociateurs, au président de la République, des choses et des énoncés, leur portée. Parce que nous avons des précédents avec le Rwanda, que ce soit en matière judiciaire internationale, que ce soit en matière arbitrale internationale. Nous avons des précédents fâcheux avec le Rwanda et ça n'est pas la première fois que le Rwanda soit une puissance occupante sur notre territoire. Et il faut gérer cette question avec parcimonie et avec sérieux. Je pense que ça sera une bonne chose. Mais pour le reste, je suis partisan de cet accord qui apporte plus ou moins 500 milliards de dollars à la République. C'est amplement historique. Mais il faut gérer cette question avec responsabilité. Alors, que pensez-vous de l'opinion qui estime qu'on a bradé nos minéraux aux États-Unis? Oui, cette opinion se fonde, à raison d'ailleurs, sur la déclaration de principe. Mais je rappelle que moi, en tant que technicien, je forme l'opinion publique nationale que cette déclaration de principe n'est pas un acte contraignant. C'est-à-dire ni le Rwanda, ni la République démocratique du Congo est tenu de respecter cette déclaration de principe, d'autant plus que ça n'est pas un traité international formel, c'est un engagement informel. S'il avait s'agi d'un traité international formel, elle aurait été intégrée dans l'ordonnancement juridique par le mécanisme traditionnel des ratifications. Ou si ça n'est pas une obligation internationale soumise à ratification, par la simple signature en application des articles des 114, des 115 de la Constitution. Or, tel n'est pas le cas. C'est une simple déclaration qui n'engage pas l'ordonnancement juridique national, qui n'engage pas non plus le droit international du point de vue de l'obligation et de l'applicabilité impérative. Donc, c'est une simple déclaration de principe qui ne lie pas les États. Allez. Et ce qui est très important, c'est l'accord à venir. Et cet accord, les négociations de cet accord doivent se faire minutieusement et avec prudence. Merci pour beaucoup. éviter exactement de tomber dans ce que l'on pense invoquer aujourd'hui. Ok. On va prendre le temps de continuer dans les 5 minutes qui nous restent. Cette intervention du ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui revient sur cette question des négociations entre la RDC et son pays. On l'écoute puis on va demander ce qu'en pense Maître Eric Bilalé. Et le 2 mai, les deux parties ont mis leur contribution aux États-Unis, à la partie américaine, qui va consolider, qui va mettre en place et finaliser un projet d'accord de paix entre les deux pays. Et nous, les ministres des Affaires étrangères, nous allons nous rencontrer dans la 3e semaine de mai pour finaliser ce projet d'accord qui aura été discuté par des experts auparavant. Et puis, on espère qu'à la mi-juin,
il y aura une signature de cet accord de paix à la Maison-Blanche, donc, avec le président américain Donald Trump, et les deux présidents concernés, mais également les présidents des pays ou des communautés qui ont joué un rôle dans la médiation. Le président, le chef d'État, parce qu'il y a l'émir du Qatar, il y a le président togolais, bien sûr, qui est le médiateur africain, et aussi le président kenyan qui représente l'EAC, et le président zimbabwéen qui représente la SADC. Donc, on espère que si tout va bien, donc, on aura un accord de paix qui va nous permettre d'aboutir à une paix définitive dans la région. Plusieurs organisations qui y participent ou qui sont en train de jouer la diplomatie du couloir. Est-ce que ce ne serait pas dangereux ou c'est pas dangereux? Est-ce que chaque organisation à ce moment-là n'essaierait-elle pas à tirer son épingle du jeu, peut-être en faveur de tel ou tel parti? Aussi, il se dégage un manque ou un problème de méfiance. Comment faire aujourd'hui pour surmonter cela Oui, en vue de parvenir à cet accord de paix qui sera signé en juin prochain? oui, je pense que c'est une question de prudence internationale. La République démocratique du Congo devra être prudente et rester dans la raison. C'est vrai que l'intervention de la signature, la participation de certaines organisations Il parle de droits sous-régionales et de et- certains Mhm, États qui ont concouru mhm, à l'éclosion de l'accord ou à des différentes négociations, différents processus de mhm. paix. C'est en fait un témoignage qu'ils prennent l'engagement de respecter cet accord. N'y a-t-il pas de, Alors, c'est le n'y moment, a-t-il pas de contradictions possibles par rapport à l'objectif poursuivi? parce que l'accord, en réalité, est préparé par les deux États. Le Rwanda et la République démocratique du Congo, eu Mhm, égard à la situation, eu égard à la situation sur le terrain, la situation des différents théâtres d'opération. mhm. La RDC est agressée. Cet aspect des choses est pris en compte et doit être pris en compte. Et que le retour du Rwanda, le retrait du Rwanda et la liberté de gestion de nos ressources économiques Mhm. et la manière dont nous gérons nos ressources, la manière dont nous acceptons des investisseurs dépend de nous en réalité. Ce qui fait qu'au moment de l'accord, au moment des préparatifs, par les experts, il faut que les gens y travaillent sérieusement. Ça n'est pas une affaire d'intérêt individuel d'abord. C'est une affaire de la nation. Il faut y mettre du sérieux. Il faut y mettre Donc, du sérieux. les efforts de Doha, aussi de l'EAC et de l'autre organisation régionale, donc ce sont des efforts complémentaires. Ce sont des efforts qui concourent tous Mhm, à l'éclosion de la paix. Alors, la position de la signature des chefs d'État, de l'émir, par exemple, ou encore du représentant de la SADC ou de l'EAC, font que cet accord entraîne la paix durable dans, en République démocratique du Congo et dans la sous-région. Vous vous rappelez de l'accord cadre d'Addis Abeba. mhm. En fait, en réalité, la République démocratique du Congo a une vocation de puissance. C'est un État aux multiples ressources naturelles, ce qui implique que les dirigeants de ces genres de pays doivent être les plus prudents possibles du point de vue technique, dans les cadres des négociations ou de la conduite de la diplomatie, de la politique étrangère, mais aussi du point de vue national, du point de vue de la sécurité et de l'intégrité du territoire. Nous devons avoir une armée responsable. Pour qu'une armée soit responsable, c'est la politique qui doit
gérer des choses de manière responsable. Vous voyez, si nous avons une armée responsable, républicaine, où les militaires savent qu'ils sont dans l'armée pour les sacrifices suprêmes, des choses comme ça n'arrivent pas. Alors, dans l'éducation des principes, on parle aussi de la cogestion de ressources hydrauliques, des parcs. Comment envisageons-nous de gérer conjointement toutes les ressources Bon, dont nous disposons à foison? bon, moi je pense que la question de la cogestion des ressources hydrauliques est une question fondamentale, d'autant plus que conformément au droit de la mer, nous avons euh, le, le, le- les lacs, Mhm. les lacs Kivu que nous partageons avec le Rwanda. Et c'est un lac qui regorge beaucoup de ressources naturelles, biotiques et abiotiques qu'il faut exploiter. Et du côté rwandais, je pense qu'on exploite déjà du gaz Le gaz méthane méthane. et Mhm. consorts. Nous, de notre côté, nous devons le faire également. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de, d'un espace qui ne relève pas qui ne relèverait pas de, de, de la compétence d'un seul État où on doit partager dans les fonds marins, je crois qu'il faudra établir une coopération pour la cogestion de l'exploitation de matières premières du lac. Et en ce qui concerne le Après, parc, en ce qui concerne ça le ne risque parc, pas d'être une source de conflit plus tard? non, ben écoutez, il s'agit des ressources économiques qu'il faut gérer. Je pense que ça passe très souvent par la création de firmes internationales, de deux États d'exploitation, où il y a des intérêts économiques, des capitaux conformément au droit Mhm. applicable. Je pense que s'il y a des conflits, il y a aussi la prévision juridique de juridiction compétente en cas de conflits d'interprétation ou d'application de l'accord signé. C'est ça même le droit. Le droit existe pour régler des conflits. Ça, ce sont des problèmes majeurs, mineurs, je voudrais dire. Le plus important, c'est notre intégrité du territoire. Notre intégrité du territoire, c'est le plus important. Et nous devons faire en sorte que euh, notre territoire soit contrôlé par les FRDC à chaque coin et que la population se trouve en sécurité. C'est le plus important. Allez, on est arrivé à la fin de l'émission. La dernière question, comment maintenant doit-on négocier? Oui. Bon, comment doit-on négocier? Parce qu'on le fait déjà. Il faut bien négocier, il faut mieux négocier, il faut faire prévaloir les intérêts de la République démocratique du Congo. Et il faut convaincre tout le monde. Oui, parce qu'il s'agit d'une question nationale. C'est Mhm. possible de bien faire les choses. C'est possible de mieux négocier et de faire gagner la République avec des conséquences euh, économiques favorables. Et je pense aussi que de cet accord international dépend aussi la stabilité interne, la stabilité politique, Mhm. dépend la paix politique en République démocratique du Congo. Avec tous les acteurs Tous les majeurs, acteurs majeurs, dont parce Joseph qu'il s'agit Kabila, d'une question nationale, par exemple, euh, qui est sous le coup des poursuites de poursuites judiciaires. judiciaires. Alors, Oui. quel rôle pourrait-il pour être les siens et quel souvenir justement gardez-vous de Kabila par rapport à Souvenir, sa capacité de surmonter certains conflits? souvenir de Joseph Kabila, je retiens que je lui ai fait une digne, noble, ferme et républicaine opposition tout au long de son règne. Ah bon? Mais malgré cela, je n'ai jamais eu l'idée de ne pas le considérer. J'ai beaucoup de considération pour lui. D'abord en tant qu'ancien président de la République, mais aussi en tant qu'un acteur politique majeur Mm. que nous avons vécu. Alors,
en ce qui concerne les poursuites judiciaires lancées contre sa personne, c'est vrai que du point de vue des réconciliations nationales, du point de vue de la paix, du point de vue du processus de paix, ces poursuites judiciaires risquent de saper les processus de paix, des réconciliations nationales, des vérités et des réconciliations, c'est vrai. Mais je ne peux pas non plus émettre un avis favorable ou défavorable quant aux poursuites lancées contre lui, parce que je n'ai aucun élément qui me permette de dire clairement que M. Joseph Kabila jouit, par exemple, de la présomption d'innocence absolue dans cette affaire, parce que je ne suis pas dans les manettes du pouvoir, je ne suis pas dans les secrets de l'instruction de l'auditeur général des forces armées, mais je ne peux pas non plus dire que M. Joseph Kabila jouit d'une présomption de culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, absolue. Non, je ne peux pas le dire parce que je n'ai aucun élément. Mais je vous rappelle simplement que je lui ai fait l'opposition, une opposition ferme, une opposition digne et une opposition noble et républicaine tout au long de son règne. Et j'ai eu beaucoup de considération pour lui. Et j'ai aussi les souvenirs que pendant la lutte de l'opposition, M. Joseph Kabila avait toujours placé ses pions les plus savants et les plus intelligents pour défendre ses mauvaises causes. J'ai des mauvaises causes dans l'opposition républicaine pour torpiller, faire des intrusions dans l'ordonnancement juridique, modifier des lois. Il utilisait ses pions. Il savait choisir des compétences. Même dans le cadre de la communication politique, il avait des communicateurs vaillants pour faire passer sa cause. Quoique nous, à l'époque, à l'opposition, on jugeait ces causes des causes fallacieuses, mais en réalité, on avait des problèmes pour nous opposer à lui intellectuellement, parce qu'en face, il y avait aussi des intellectuels. Voilà, c'est ce que je retiens de Joseph Kabila. Ce que je comprends, c'est juste un problème de perception. Après, quand on voit Martin Fayoulou apposer la signature sur le même document avec Kabila, je me dis oui, que la politique est dynamique. Donc non, le Congo, écoutez, oui. l'amour du Ce Congo point de fait vue, vivre les gens. ce point de vue, je ne peux pas m'ériger en juge de validité des opérations politiques, tant du président Martin Fayoulou, pour qui j'ai beaucoup de considération, du président Délice Sanga, pour qui j'ai beaucoup de considération, du président Moïse Katumbi, pour qui j'ai beaucoup de considération, encore moins pour Joseph Kabila. En tout cas, j'ai beaucoup de considération pour ces acteurs politiques et je pense qu'ensemble, dans le cadre de la réconciliation nationale, nous pouvons faire des grandes choses dans l'intérêt de la nation. Et je suis dans cette logique. C'est pourquoi j'ai la ferme conviction que le pacte social de la SENCO et de l'ECC rendent compte de cette dimension holistique pour une paix durable dans notre pays et dans la sous-région des Grands Lacs. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que nous sommes la gâchette de l'Afrique. La RDC est la gâchette de l'Afrique. Si la RDC évolue économiquement, c'est toute l'Afrique, toute la sous-région qui va évoluer. C'est pourquoi il est important que nous prenions des choses au sérieux, que nous soyons responsables dans la gestion de ces grands États qui nous a été légué par nos ancêtres. Allez, merci beaucoup, Maître Eric Bilalé. Je rappelle que vous êtes responsable politique du mouvement politico-philosophique panafricaniste dénommé Souveraineté, Dignité et Frontières, SDF en sigle. Vous êtes également chercheur en droit public et avocat à la Cour. C'était un réel plaisir de vous avoir. Merci de l'honneur et surtout d'avoir répondu à nos questions. Oui, il est important que nous puissions prendre notre responsabilité en main et nous regarder, non pas comme ennemis éternels, mais comme frères à même de surmonter les défis et de baliser la voie qui nous conduit vers la paix. Allez, merci d'avoir regardé ce présent numéro. Nous vous retrouvons avec toute la grande équipe et la même dose de plaisir pour un autre numéro ou pour une autre émission avec
un autre invité et pour d'autres sujets, bien évidemment. Allez, d'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.